Alors, la grande question du jour, est-ce qu'on est vraiment aux commandes de nos vies ou est-ce que tout est déjà joué d'avance? Un peu comme un script écrit par on ne sait quoi d'ailleurs. C'est un peu le vertige qu'on va essayer d'explorer aujourd'hui en plongeant dans pas mal de documents. Oui, c'est une question fondamentale qui traverse vraiment toute l'histoire de la pensée. On va naviguer entre, disons, la philo classique avec le débat déterminisme contre libre arbitre, l'influence de notre environnement avec des concepts comme la coproduction conditionnée, et puis les neurosciences, l'épigénétique, des choses plus récentes. D'accord. Et pour ça, on a sous la main un peu de tout. Des textes de philo, des articles scientifiques sur le cerveau, des analyses de comportement, des vidéos qui expliquent certains concepts, et même des réflexions sur l'impact très concret de notre cadre de vie, notre hygiène au quotidien. L'objectif, c'est de démêler un peu tout ça, voir comment ces idées s'articulent, et ce que ça nous dit sur nous-mêmes, sur notre potentiel de changement, notre bien-être. Prêt? Allons-y. Commençons par ce grand classique philosophique. D'un côté, le déterminisme. C'est l'idée que chaque événement, absolument chaque événement, y compris nos pensées, nos actions, est le résultat inévitable de causes qui l'ont précédé. C'est un peu une chaîne de causalité implacable. Spinoza, par exemple, voyait l'univers comme ça, régi par les lois de la nature. Et il y a cette image qui marque le démon de la place, qu'évoque une des sources, celle de Reznikov. On imagine une intelligence surpuissante qui connaîtrait la position, la vitesse de chaque particule de l'univers à un instant donné. Eh bien, en théorie, elle pourra calculer tout le futur, mais aussi reconstituer tout le passé. C'est assez glaçant, non? On serait juste des mécanismes. Exactement. Et face à ça, on a le libre arbitre. C'est ce sentiment profond, très personnel qu'on a de pouvoir choisir, d'agir selon notre propre volonté. Descartes, lui, insistait beaucoup là-dessus. Une volonté libre, une conscience qui est en quelque sorte indépendante de la matière, du corps. Reznikov souligne aussi cette expérience subjective de liberté qu'on ressent tous ou presque au quotidien. Mais le conflit est là, direct. Si tout est déterminé, comment on parle de responsabilité? Si mes actes sont juste la conséquence de causes antérieures sur lesquelles je n'ai aucun contrôle, est-ce qu'on peut me juger? Est-ce qu'on peut même parler de moi, de ma personnalité? C'est tout l'enjeu. Spinoza, d'ailleurs, avait une réponse assez subtile. Il disait que notre sentiment de liberté vient surtout du fait qu'on est conscient de nos désirs, mais qu'on ignore complètement les causes profondes qui nous poussent à désirer telle ou telle chose. On croit choisir, mais en fait, on ne voit pas les ficelles. D'accord. Et il y a eu des tentatives pour sortir de ce dilemme? Pour concilier les deux? Oui, oui, plusieurs. Reznikov mentionne brièvement Leibniz et ses monades. C'est complexe, mais en gros, chaque monade suivrait sa propre logique interne, créant une harmonie d'ensemble. Et puis Kant, bien sûr, avec sa distinction célèbre entre le monde des phénomènes, celui qu'on perçoit et que la science étudie, qui est soumis au déterminisme, et le monde nouménal, une sorte de réalité plus profonde, inaccessible à nos sens et à la science, où résiderait notre liberté morale. Pour Kant, la liberté, ça ne se prouve pas, ça s'éprouve dans la conscience morale. C'est une manière de sauver la liberté en la mettant un peu à l'abri de la science, en quelque sorte. C'est un peu ça. Et Reznikov propose aussi un argument logique assez amusant contre l'idée d'une prédestination totale qu'on pourrait connaître. C'est le paradoxe du livre où tout est écrit. Imaginez qu'un tel livre existe et que vous puissiez le lire. Rien que le fait de lire ce qui doit vous arriver, ça changerait sûrement votre comportement futur, non? Ah oui, forcément. Du coup, la prédiction du livre deviendrait fausse. Ça suggère qu'une connaissance complète et fixée du futur est peut-être logiquement impossible pour nous, qui sommes dans le système. C'est fascinant comme idée. Ça montre déjà que l'idée de tout prévoir se heurte à des limites logiques. Bon, changeons un peu de perspective. Parlons de l'influence de notre environnement. Une source, oui, parle de coproduction conditionnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors la coproduction conditionnée, c'est un concept qui vient, je crois, à l'origine du bouddhisme. Mais l'idée est assez universelle. Ça signifie que rien n'existe de façon isolée. Tout apparaît, tout existe en interdépendance. Notre esprit, notre corps, notre environnement, tout ça se façonne mutuellement, en permanence. C'est une boucle. Chaque chose est à la fois cause et effet d'une autre. D'accord. Et on a un exemple très concret dans les sources andines, l'hygiène de notre lieu de vie. Oui, exactement. Un environnement qui est propre, qui est ordonné, calme, ça semble favoriser un état d'esprit plus tranquille, une meilleure santé. La source suggère même que ça pourrait réduire le stress, certaines infections et peut-être même aider à la neurogénèse, la création de nouveaux neurones.
Et à l'inverse, un lieu de vie chaotique, sale ou stressant. Ça peut générer de l'anxiété, encourager de mauvaises habitudes, voire des addictions. Le texte fait aussi un lien intéressant avec la qualité du sommeil, des rêves. Un environnement apaisant, c'est plus propice à un sommeil réparateur. C'est un exemple simple de comment notre cadre de vie nous coproduit, littéralement, influence ce qu'on est. Et au cœur de cette interaction, il y a les stimuli, ce qui déclenche nos réactions. Ça peut être externe, un son, une image, ou interne, une émotion, un souvenir. C'est ça, ils sont partout. Le texte sur l'hygiène et l'épigénétique prend l'exemple de l'envie de fumer. Comprendre quel stimulus déclenche cette envie, le café du matin, le stress, voir quelqu'un d'autre fumer, c'est souvent la première étape pour essayer de reprendre un peu de contrôle sur cette habitude. Et cette idée de stimulus-réponse, ça nous amène tout droit au behaviorisme, non? Cette école de psycho dont parle la source Perscol. Avec des noms comme Pavlov, Thorndike, Skinner, c'est vraiment concentré là-dessus au XXe siècle. Pour eux, l'apprentissage, c'est avant tout une modification du comportement qu'on peut observer, qui résulte d'associations entre des stimuli et des réponses. C'est la fameuse boîte noire. On regarde ce qui entre, le stimulus, et ce qui sort, la réponse, le comportement, sans trop se préoccuper de ce qui se passe à l'intérieur, dans la tête. Le chien de Pavlov qui salive au son de la cloche, c'est l'exemple type du conditionnement classique. Oui, et il y a aussi le conditionnement opérant de Skinner. Un comportement qui est suivi par une récompense, un renforcement positif, il a plus de chances de se reproduire. Inversement, s'il est suivi d'une punition, il tend à disparaître. Thorndike avait parlé de la loi de l'effet. Ces principes sont d'ailleurs toujours utilisés, comme le note Perscol, en pédagogie. Dans certains logiciels d'apprentissage, on découpe les tâches, on donne des retours rapides. Mais on sent bien les limites quand même. Réduire tout le comportement humain à ça, c'est un peu court, non? C'est la critique majeure, oui, qui est soulignée dans plusieurs sources. Le behaviorisme, surtout dans ses formes les plus radicales, a du mal à expliquer la complexité humaine. La conscience, la réflexion, l'intention, notre capacité à imaginer, à se fixer des buts lointains, ou même notre capacité à décider d'agir contre un conditionnement. On n'est pas juste des animaux un peu plus sophistiqués. Le langage, la pensée symbolique, ça change tout. Justement, allons voir ce qui se passe dans la boîte noire. La biologie, le cerveau. Le modèle simple gène, cerveau, comportement a longtemps suggéré un fort déterminisme biologique. Mais un article de Daily Science explique bien comment les neurosciences ont tout changé, avec l'idée de plasticité cérébrale. Ah oui, ça, c'est vraiment une révolution. Notre cerveau n'est pas une machine figée, programmée une fois pour toutes par les gènes. Il se modifie physiquement tout au long de la vie, en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on apprend. Quand on mémorise quelque chose durablement, ce n'est pas juste un petit changement chimique passager, c'est qu'on crée de nouvelles connexions entre les neurones, on renforce certains circuits, on en affaiblit d'autres, c'est physique. L'exemple des jumeaux identiques dans l'article est frappant. Même ADN, même milieu, ils apprennent à marcher en même temps. Et pourtant, ils développent des microcircuits cérébraux légèrement différents pour cette compétence. Pourquoi ? Parce que chacun apprend à sa manière, avec ses propres essais, ses erreurs, ses petites stratégies motrices, notre histoire personnelle, notre vécu, ça sculpte notre cerveau autant que nos gènes. Du coup, le déterminisme biologique strict, il devient difficile à défendre tel quel. Et il y a une autre pièce maîtresse dans ce puzzle biologique, l'épigénétique. Plusieurs sources en parlent. C'est quoi exactement ? Alors, l'épigénétique, pour faire simple, c'est l'étude de comment notre environnement et nos comportements peuvent modifier l'expression de nos gènes. C'est-à-dire qu'ils peuvent allumer ou éteindre certains gènes, mais sans changer la séquence d'ADN elle-même, le code génétique de base. C'est un peu comme si nos gènes étaient le matériel informatique, le hardware, et l'épigénétique serait le logiciel qui décide quel programme lancer ? Ou comme des interrupteurs qu'on actionne ? C'est une bonne image, oui. Des facteurs comme le stress chronique, ce qu'on mange, si on fait du sport, la méditation, même la pollution, nos relations sociales, tout ça peut laisser des petites marques chimiques sur notre ADN ou sur les protéines qui l'entourent. Et ces marques influencent si un gène va être lu et utilisé par la cellule ou pas. Le texte Déterminisme épigénétique hygiène donne des exemples. Le stress pourrait activer des gènes liés à l'anxiété, une bonne alimentation pourrait en favoriser d'autres, protecteurs. Chaque expérience peut laisser une trace biologique. Ce qui est vraiment passionnant, c'est que ça crée un lien direct entre notre vécu, nos choix ou ce qu'on perçoit comme nos choix, notre environnement, les fameux stimuli, et notre biologie la plus fondamentale, nos gènes.
Ça complexifie tout, en fait. Complètement. Ça suggère une interaction permanente. Oui, on est influencé par nos gènes et notre environnement, mais nos actions, nos habitudes, notre hygiène de vie peuvent en retour moduler l'activité de ces gènes. C'est une forme de coproduction au niveau biologique. Certaines sources évoquent même la possibilité que ces marques épigénétiques puissent être transmises à la génération suivante, même si c'est encore très débattu et étudié. L'idée d'un destin purement génétique ou purement environnemental, ça devient vraiment difficile à tenir. D'accord. Et même la physique fondamentale, elle semble aller dans le sens d'une remise en cause du déterminisme absolu. Le texte de Reznikov explore ça. Oui, même sans aller jusqu'à la physique quantique, la prédictibilité parfaite, c'est souvent un idéal inaccessible en pratique. D'abord, il y a l'imprécision de nos mesures. On ne connaît jamais l'état initial d'un système avec une précision infinie. Et puis, il y a la théorie du chaos. Dans beaucoup de systèmes complexes, une toute petite différence au départ peut entraîner des évolutions complètement différentes à long terme. C'est l'effet papillon. Reznikov donne l'exemple du système solaire. On ne peut pas prédire sa trajectoire exacte sur des millions d'années. Et la mécanique quantique, qui décrit le monde microscopique, elle, va encore plus loin. Ah oui, là, on touche vraiment au cœur de l'indéterminisme pour beaucoup de physiciens. Au niveau quantique, il semble impossible de prédire avec certitude le résultat d'une mesure avant de l'avoir faite. On ne peut calculer que des probabilités. C'était le grand débat entre Einstein, qui espérait trouver des variables cachées pour sauver le déterminisme, Dieu ne joue pas au dé, et des gens comme Heisenberg pour qui cette incertitude était fondamentale, propre à la nature. Reznikov parle aussi du Free Will Theorem, le théorème du libre arbitre. C'est quoi ça? C'est une idée assez folle de Conway et Cochrane. En substance, ça dit que si l'expérimentateur humain a une certaine liberté dans le choix de ce qu'il mesure sur une particule, alors la réponse de la particule, ce qu'on va mesurer, ne peut pas être prédéterminée avant la mesure. En gros, la liberté de l'observateur impliquerait une sorte d'indétermination ou de liberté de la particule elle-même. C'est un lien très étrange entre notre libre arbitre et la matière. Waouh, c'est vertigineux. Et il y a ce dernier paradoxe, peut-être le plus fou, soulevé par Reznikov, l'observation par une machine à mémoire finie. Oui, c'est une objection logique au fameux démon de Laplace. L'argument est subtil mais puissant. Imaginez une machine, un super ordinateur, ou même notre cerveau, qui essaye de prédire l'état futur de l'univers, y compris son propre état futur, en supposant que l'univers soit déterministe. Pour faire cette prédiction, la machine doit avoir une description complète de l'état actuel de l'univers dans sa mémoire. Mais si la machine fait partie de cet univers, sa mémoire doit contenir une description d'elle-même, qui contient une description d'elle-même, et ainsi de suite à l'infini. Pour une machine avec une mémoire finie, comme n'importe quelle machine réelle ou notre cerveau, c'est impossible. Cette autoréférence infinie ne tient pas. Donc si je suis bien une entité avec une mémoire limitée comme nous, ne pourrait jamais prédire parfaitement son propre futur, même dans un univers qui serait théoriquement déterministe. La conclusion, c'est que la nature, du point de vue d'un observateur fini qui en fait partie, ne peut pas être totalement déterministe et prédictible. C'est l'idée radicale que propose Reznikov, oui. L'acte même d'observer et de connaître, pour un système fini, introduirait une limite fondamentale à la prédictibilité. Le démon de Laplace omniscient mais dans l'univers et avec une mémoire finie, ce serait une impossibilité logique. Bon, après tout ce parcours philo, environnement, biophysique, on voit que l'image est incroyablement plus nuancée qu'un simple oui ou non à la question du libre arbitre. Comment on essaie de rassembler tout ça? La première chose qui saute aux yeux, c'est que la vision binaire, soit tout est déterminé, soit tout est libre, elle ne fonctionne pas. Les sources comme Daily Science ou philosophe.org semblent toutes aller vers l'idée qu'on évolue dans un cadre de contraintes biologiques, environnementales, sociales, physiques. Mais à l'intérieur de ce cadre, il y a une marge de manœuvre, un espace de jeu. La nuance, c'est vraiment la clé. Et dans cet espace de jeu, il y a des spécificités humaines qui semblent essentielles. La conscience, le langage. Daily Science insiste sur comment le langage nous permet de créer des représentations abstraites, de nous projeter dans le futur, d'imaginer des choses qui n'existent pas encore. La source Kern parle aussi de conscience de soi, de réflexivité, cette capacité à réfléchir sur nos propres pensées et de tiercéité sociale. Oui, la tiercéité sociale, c'est cette
capacité qu'on a à se référer à des règles, des normes, des lois, des valeurs communes, ce tiers symbolique pour guider nos actions. C'est aller au-delà des pulsions ou des conditionnements immédiats. C'est ce qui permet la culture, la morale, la société complexe. Et ces capacités nous donnent potentiellement un degré de liberté et de contrôle sur nos comportements que d'autres espèces n'ont pas. C'est pour ça qu'un déterminisme trop simpliste, ça peut sembler réducteur, voire déshumanisant, comme le notent certaines sources. Ça ignore toute la richesse de notre expérience subjective, notre quête de sens, notre capacité à nous remettre en question, à faire des choix difficiles mais qui ont de la valeur pour nous. Alors, comment on peut repenser le libre arbitre? Peut-être pas comme une liberté absolue, totale, détachée de toute cause. Ça semble difficile à tenir philosophiquement et scientifiquement. Mais plutôt, comme le suggère la vidéo Oui et l'analyse de Spinoza, comme une capacité à agir de manière plus consciente, plus éclairée, à l'intérieur de nos contraintes. La vidéo Oui insiste beaucoup sur l'importance de la prise de conscience. Reconnaître nos automatismes, nos schémas de pensée, les stimuli qui nous tirent dans un sens ou dans l'autre. Ce serait ça le premier pas pour pouvoir peut-être choisir une autre réponse, sortir de la réaction purement automatique. Et ça rejoint la finesse de Spinoza. La vraie liberté, ce n'est pas l'absence de cause, c'est la compréhension des causes qui nous font agir. Agir en connaissance de cause, comprendre pourquoi on désire ceci ou fait cela. Ce serait la forme la plus haute de liberté accessible. C'est passer d'un état où on est agi par des forces qu'on ignore à un état où on agit en comprenant ses forces. Donc, en résumé, ce qu'on voit à travers toutes ces sources, c'est une danse hyper complexe entre notre biologie, gènes, cerveau plastique, épigénétique, notre environnement, stimuli, conditionnement, hygiène de vie, et notre capacité de conscience, de réflexion, d'attention. Oui, le déterminisme strict classique, l'idée d'un destin gravé dans le marbre, il est vraiment mis à mal. Que ce soit par les paradoxes logiques, les leçons de la physique quantique sur l'indétermination et le rôle de l'observateur, ou les découvertes des neurosciences sur ce cerveau qui se refaçonne sans cesse. Et l'épigénétique nous donne un aperçu incroyable des mécanismes par lesquels notre vécu s'inscrit dans notre biologie, module notre héritage. On n'est clairement pas juste des marionnettes. Et comprendre tout ça, ce n'est pas juste de la théorie abstraite. Ça peut vraiment donner des outils concrets. Mieux repérer ce qui déclenche nos habitudes, aménager consciemment notre environnement pour aller mieux, utiliser notre attention pour déjouer certains automatismes. C'est une sorte d'invitation à explorer ça pour soi-même, à tester et peut-être élargir notre propre marge de manœuvre. Pour notre santé, nos relations, notre sentiment de vivre une vie qui a du sens, une vie choisie. Exactement. Et pour finir, peut-être une petite pensée pour la route. Si l'observation semble jouer ce rôle si particulier en physique en limitant le déterminisme, comme le suggère Reznikov, et si d'un autre côté, la prise de conscience de nos propres mécanismes est présentée comme une clé pour modifier nos comportements, comme dans la source Wow, alors on pourrait se poser la question, est-ce que l'acte même de cultiver une attention consciente, lucide, sur ce qui se passe en nous et autour de nous, ne serait pas en soi une forme d'action fondamentale ? Une manière peut-être pas seulement de mieux naviguer cette danse entre déterminisme et liberté, mais carrément d'influencer la musique.